Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il est l'heure les amis de faire ensemble le bilan de la pré-saison du Real Madrid, qui est d'ailleurs terminé au niveau des matchs aux États-Unis. 4 matchs contre de très belles équipes. Contre lesquelles nous avons fait 2 victoires et 2 défaites. Du coup, un bilan entre une pré-saison qui a commencé tambour battant, de manière passionnante, avec en tout cas beaucoup de satisfaction, de belles surprises, du beau football, du contrôle, de beaux espoirs pour la saison épique qui est à suivre en tout cas cette année. Mais de l'autre côté, on a très vite déchanté avec beaucoup de côtés insatisfaits, beaucoup de déceptions, des côtés inquiétants, des espoirs qui commençaient petit à petit à se briser, même si l'effectif, bien entendu, n'est pas encore complet du côté du Real Madrid. Du coup, il est temps de faire ce bilan après une victoire 3-2 contre le Milan, victoire 2-0 contre Manchester, mais surtout 2 défaites contre le Barça 3-0 et la Juve 3-1, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre les tops, les flops de l'effectif, globalement les surprises aussi, les joueurs qui doivent selon moi beaucoup mieux faire durant la saison. Du coup, c'est l'heure de faire le bilan. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai sorti hier soir, juste après le match entre la Juventus et le Real Madrid, le débrief à chaud. Je sais que certains sont déçus à cause de la défaite, mais si jamais vous avez raté cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettre un gros pouce bleu les gars pour me soutenir énormément. C'est grâce à vous, vos commentaires, vos likes, vos abonnements que je peux grandir de plus en plus sur la plateforme et m'aider à atteindre d'autres objectifs, ou en tout cas proposer des contenus de plus en plus qualitatifs. Du coup, merci à vous pour votre soutien les gars et merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour, ça me fait super plaisir. Parlons des flops et on va commencer directement par dire les termes sur Carlo Ancelotti et son 4-4-2, car oui, pour moi c'est un flop à part entière, même si bien entendu le 4-4-2 faut attendre d'adaptation, c'est une nouvelle tactique, les joueurs en tout cas aujourd'hui par rapport à leurs habitudes n'ont pas forcément tous les automatismes entre eux et globalement avec le système, que ce soit offensivement et défensivement. Les matchs de préparation ça sert à prendre du rythme physiquement, techniquement, les automatismes, je travaille un nouveau schéma tactique, trouver petit à petit son 11 titulaire ou pourquoi pas de certaines pistes d'amélioration sur tous les tableaux. Mais aujourd'hui, Ancelotti, il y a un petit problème. Alors de base, on lui tombait dessus l'année dernière et ces dernières saisons, et globalement durant ses mandats au Real Madrid, parce que c'est pas un entraîneur qui s'adapte beaucoup à l'adversaire. C'est un entraîneur qui a un choix tactique, le 4-3-3 en général, qui est prêt à mourir pour ses idées, qui des fois a précipité le Real dans la chute de manière totalement incompréhensible avec ses idées, quelqu'un qui a quand même gagné beaucoup de trophées, qui a quand même remporté beaucoup d'excellentes victoires contre de très grands coachs, tu vois, mais Ancelotti c'est pas non plus Guardiola, c'est pas non plus un entraîneur voilà qui a beaucoup d'adaptabilité tactique et plusieurs schémas dans la manche, donc pour une fois qu'il change, on ne peut pas forcément le critiquer, mais ce qui est critiquable par contre, au-delà du 4-4-2 qui a montré ses forces mais aussi ses limites dans cette pré-saison et qui pousse beaucoup d'inquiétudes si jamais le Real Madrid ne fait pas certains efforts à certains postes, notamment pour renforcer l'effectif. Mais aujourd'hui, moi je comprends pas comment Ancelotti, à son grand âge, en tant qu'ancien très bon joueur et surtout en tant que grand entraîneur, qui a travaillé en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, et même en Allemagne, qui a remporté quasiment tous les trophées qui existent, qui a quasiment tout fait, tout vu et tout vaincu, comment c'est possible que ton effectif, mais peu importe l'année, le schéma tactique, ait autant de séquelles défensives et autant de carences défensives? Je ne comprends pas. Pourtant, sur le papier, t'as des grands joueurs, des joueurs expérimentés, des joueurs un peu plus jeunes, etc., mais qui ont la fougue. T'as des joueurs, certes, un peu en dessous quand même, comme les Vasquez, les Mendy, Carvajal qui est plus au sommet de sa gloire, certains joueurs aussi en ce moment qui sont pas ouf, comme Militao, tout ça. Mais globalement, le Real Madrid, dans tout son effectif, tous les postes confondus, t'as quand même les meilleurs joueurs du monde quasiment. Et je comprends pas comment le Real Madrid, mais que ce soit sous Zidane c'était pareil ou avec Ancelotti, comment on peut être aussi en panique, autant en panique quand l'adversaire a la balle. On peut être serein dans notre possession de balle, on peut attaquer, attaquer et attaquer, mais comment on peut se prendre des buts aussi facilement? On se fait déborder comme des enfants, dès que ça pénètre dans l'axe, on est loin du marquage, on quadrille super mal le terrain, et en tout cas globalement notre moitié de terrain à nous, on n'arrive pas à faire les interceptions normales, on n'arrive pas à se retrouver en surnombre par rapport aux attaquants qui finissent toujours en 2 contre 1 contre nos défenseurs sur certaines zones du terrain. Les mecs peuvent faire des passes dans notre surface comme si c'était de leur côté du terrain quand ils font un engagement ou un 6 mètres, donc je comprends pas comment on peut être aussi faible en concentration, aussi peu rigoureux dans nos zones défensives. Ok, on a remporté beaucoup de titres avec Zidane et Ancelotti, mais parce qu'on avait des grands attaquants qui plantaient des buts, parce qu'on avait un milieu de terrain qui était dominateur dans le football mondial, parce qu'on avait des défenseurs qui des fois faisaient des matchs de fou, mais quand ils étaient passés, t'avais quand même Courtois ou Navas à l'époque qui faisaient des arrêts de zinzin. Donc globalement, on avait toujours soit un grand gardien et des grands buteurs, soit une défense qui était toujours aux fraises. Et globalement, des fois la chance nous aidait, et quand c'est pas passé comme contre City par exemple, on se faisait massacrer.
Et aujourd'hui, je comprends pas comment cette défense peut être aussi faible. Et c'est pas normal. D'où le fait que moi, dans les flops, là, globalement, j'englobe quasiment toute la défense. Le 4-4-2 globalement, mais aussi Mendy, qui pour moi n'a plus le niveau du Real Madrid, et ça je l'ai déjà répété plusieurs fois. Heureusement que Fran Garcia arrive pour gommer ça. Militao, qui devrait être le patron de la défense, et qui montre dans cette pré-saison qu'il est au même niveau que la deuxième partie de saison, où il a été catastrophique, manque de concentration, pas impactant, pas un leader, pas bon dans les duels, rien. Des relances catastrophiques aussi, et globalement Carvalho Vasquez qui prennent l'eau tout le temps. Donc déjà si nos ailes prennent l'eau, c'est normal aussi que si les fondations de ton château de cartes entre guillemets s'effondrent, c'est normal que tout l'effectif aussi a du mal à se repositionner, et toujours en proie à des transitions qui se font très mal, ça coulisse pas comme il faut, t'as des écarts aberrants entre les joueurs et surtout des espaces dont l'adversaire peut profiter largement. Mais ça aussi, tu vois, le 4-4-2, je comprends pas comment c'est possible qu'il arrive à nous apporter un contrôle du terrain qui soit hors norme, j'allais dire dans la possession, dans la capacité de bouffer l'adversaire dans ses transitions, de bouffer l'adversaire dans ses espaces qui nous laissent, de pouvoir attaquer incessamment en tout cas à chaque fois, et surtout d'avoir quasiment plus de 25 à 30 ou 35 tirs par match. C'est absolument faramineux. Alors oui, tu as des frappes de loin, tu as des frappes contrées dans le lot, mais globalement, on tire beaucoup plus qu'avant avec le 4-4-2, donc l'animation offensive qui en plus n'est pas encore parfaite en ce moment, avec des joueurs comme Vinicius et Rodrigo qui se retrouvent plus dans l'axe que sur leur côté préférentiel, globalement, on arrive quand même, sans vrai numéro 9 ou quoi, à créer du danger, à avoir cette possession qui nous fait dominer le jeu, mais une possession parfois trop stérile, parce que justement, à l'instar de la défense, on quadrille pas bien le terrain, on n'apporte pas assez de mouvements, pas assez de choses, et pourtant malgré ça, malgré les lacunes qu'on a actuellement dans les automatismes, on arrive à créer énormément de danger, tu vois. Même si bien sûr faut marquer, parce que là tu marques pas un but ou deux sur 30 frappes, c'est quand même problématique. Tout le monde dit qu'il faut un numéro 9 tueur, mais si t'attends que ce soit que le numéro 9 qui marque dans ta vie, frère, il suffit qu'il soit un jour cadenassé et c'est terminé. Les ailiers, faut aussi qu'ils marquent. Les autres attaquants, faut aussi qu'ils marquent. Les milieux de terrain, quand ils se projettent ou qu'ils tirent de loin, faut aussi qu'ils marquent. Les coups de pied arrêtés, faut que ça serve à marquer aussi. Tu vois. Donc globalement, c'est pas qu'un problème de numéro 9, c'est un problème d'efficacité, de concentration, d'assiduité, de rigueur, autant offensivement que défensivement. Donc ce que le 4-4-2 nous offre en avantage, comme certains autres schémas tactiques pourraient apporter aussi, il y a aussi beaucoup trop d'inconvénients de structure défensive. Mais je trouve que la structure défensive du Real, c'est au-delà du 4-4-2, c'est simplement une question aussi d'entraîneur, de tactique, de placement, de confiance, de plein mal de choses, de solidité et de hargne. Déjà, dans un 4-4-2 ou peu importe, tu mets en numéro 6 Toni Kroos, il y a un problème. T'as Tchouaméni qui est en train de faire une pré-saison de zinzin, qui a mieux fini la saison qu'autre chose, et là aujourd'hui qu'il est en forme, tu le mets pas. Donc au bout d'un moment, Tchouaméni, s'il est pas titulaire avec Camavinga au-dessus de lui, pour justement défendre encore plus tous les deux, Valverde, etc., je comprends pas en fait. Si vous mettez pas les joueurs à leur poste, comme Vinicius à gauche ou Tchouaméni en 6, à quoi ça sert de mettre en tout cas des joueurs et de l'argent sur la table, ou de faire venir un tel, etc., ou de changer le schéma tactique, si à la fin les joueurs ne jouent pas à leur poste, ou dans un schéma qui favorise pas leurs compétences. Je comprends pas en fait. Le 4-4-2, il est fait pour avoir plus de milieu de terrain qu'autre chose, qui est notre secteur le plus talentueux aujourd'hui, et le plus fourni, mais même si tu veux pas frustrer des égos, ce qui compte c'est l'équipe. Donc si quitte à frustrer des égos, mets le schéma tactique ou alors fais en sorte de travailler les défauts de l'effectif pour qu'il n'y ait pas de problème et que l'effectif gagne des matchs. Donc le 4-4-2, Ancelotti, Vasquez, Mendy, Militao, la défense globalement, c'est des flops. Il faut vraiment que tout le monde y aille à fond, parce que certains joueurs aujourd'hui devraient être remplaçants comme Militao à mon sens. Et Vasquez qui rate ses passes à 2 mètres plat du pied en tirant à côté du joueur, ou qui sait pas faire un centre puis un débordement, t'as apporté de loyaux et fiers services frérot, mais j'espère qu'au prochain mercato, tu prends la tangente. Les 3 joueurs qui doivent faire mieux selon moi dans l'effectif: Vinicius, Rodrigo et Valverde. Alors certains vont me tomber dessus, pourquoi je dis ça? Valverde, il a mis 2 buts contre le Milan AC, c'est très bien, il revient bien, il est préparé physiquement, ça se voit que physiquement il est affûté, mais par contre je veux que balle au pied, il fasse plus de différence. Il a tendance à mettre en tout cas que des passes latérales, à être un peu lent pour lâcher le ballon, prendre des décisions, par contre physiquement il y va, ça y a pas de problème. Mais ballon au pied, il prend trop son temps des fois pour donner le ballon, il cherche pas forcément la verticalité, même s'il casse des lignes en tout cas ballon au pied en accélérant, il le fait plus assez comme avant. Je sens qu'aujourd'hui il a quand même perdu un peu de confiance, il a perdu un peu de leadership, le Valverde, même s'il se met à tirer plus, comme il le faisait en tout cas au début de saison dernière, et que c'est bien qu'il se mette à frapper, ça veut dire que voilà, quitte à pas y aller ballon au pied, au moins il va frapper de loin, ça apporte du danger, ça pousse l'adversaire à ressortir en tout cas son bloc pour libérer les espaces pour les autres, et pourquoi pas, si le gardien repousse ou que c'est contré, ça peut finir sur un de nos joueurs qui peut conclure. Mais Valverde aujourd'hui doit prendre conscience qu'il y a de la concurrence quand même dans l'effectif, que s'il veut être titulaire, même en sachant que c'est un des avenirs du Real Madrid, il doit se montrer qu'il est là pour le présent d'abord.
Ok, Kroos, Modric s'en vont en 2024, mais c'est toi actuellement qui est le présent et l'avenir du club. Donc Valverde, s'il te plaît, t'es mon chouchou dans l'effectif, y a pas de problème, mais t'as le potentiel d'être un zinzin. Donc fais plus, fais plus. T'es capable de attaquer, de défendre, de courir pour 12 et de faire des différences de dingue. T'es un des meilleurs milieux de terrain du monde. Donc à bout d'un moment, c'est normal que pour un des meilleurs milieux de terrain du monde, on en demande plus. Parce qu'il doit faire plus de différence. Et pas juste être là pour courir et apporter du physique. Il est tellement plus que ça, que pour moi, c'est pas normal qu'on parle plus de Frenkie de Jong par exemple que de lui. Pour moi, la concurrence, faut l'éteindre. Vinicius et Rodrigo, alors oui, Vinicius, il a moins de choses à se reprocher que tous les autres. C'est le leader offensif, il a marqué des buts contre la Juve, le Milan AC, mais c'est pas suffisant. Parce que, monsieur, je veux tirer les penalties, monsieur, je veux faire ci, je suis à gauche ou je veux jouer dans l'axe, à un moment donné, il faut se décider. Pour l'instant, Vinicius, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. T'as pris le numéro 7, y a pas de problème, mais tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Tu fais la différence pour l'instant, mais dans un match où on a perdu, et dans un autre match où du coup t'as scellé la remontada assez bien, il a pris de la confiance face au cage, il fait des gestes avec un sang-froid qu'on lui connaissait même pas, ou du moins qu'il affûte de plus en plus, mais aujourd'hui il faut être décisif pour le groupe. Heureusement que lui quand même, il apporte sa vitesse, sa percussion, ses dribbles, etc. Mais par contre, faut être plus précis dans les centres en retrait, faut être plus précis aussi dans les derniers gestes, ou du moins dans les choix que tu vas faire, pas aller dribbler pour aller dribbler, parce que la plupart du temps, même quand il peut pas faire quelque chose autre en tout cas que courir comme ça, au lieu de revenir pour construire, il va quand même s'emmerder à aller attaquer le défenseur. Alors oui, ça apporte du danger, ça met le doute au défenseur. Mais si tu le fais pour rien et que tu perds des ballons pour rien, ça sert à rien. Ou même maintenant, il se met même à tirer, sachant qu'il y a 3 mecs devant lui. Libère l'espace, aspire les autres avec tes dribbles, avec ta vitesse, et lâche le ballon justement pour le donner à ton coéquipier, comme Fran Garcia aujourd'hui, qui est ton parfait complément, ou à Camavinga qui est souvent en soutien, ou même sur les côtés, à des joueurs qui peuvent tirer de loin, tout ça, et qui ont l'espace libéré devant eux, plutôt que de te casser les dents sur un rideau défensif qui finalement se resserre sur toi et te laisse aucune chance. En plus, Vinicius aujourd'hui dans l'axe, je suis désolé, c'est pas bien. Ancelotti doit vite le remettre sur le côté gauche, car dès qu'il est à gauche, il fait la différence. J'espère que quand il y aura Kylian, ou peut-être pas Kylian, il restera sur le côté gauche. Parce que j'ai peur que Vinicius, par son jeu, en partant de moins loin, en ayant moins de vitesse, etc., en étant dans l'axe, ou plus proche de l'axe, il vient de se casser les dents et surtout se frustrer, et finalement, parasiter un peu le jeu du Real Madrid. Et paradoxalement, lui qui est la solution aujourd'hui, pourrait vite devenir un problème si Ancelotti ne le met pas dans les bonnes conditions, et si Vinicius tend à vouloir un jeu beaucoup trop attiré sur lui, et surtout dans la précipitation de certains choix qu'il peut faire. Après, quand il est en forme, quand il est en jambes et qu'il est sur son côté, bizarrement, il est au-dessus du lot, il a limite pas besoin de forcer son talent pour marquer un but. Mais par contre, faut le faire et qu'on gagne aussi. Et Rodrigo, alors oui, il a fait des belles entrées, il a joué titulaire par moment, il a porté sa classe, sa technique, tout ce que tu veux, mais 0 but, 0 passe D. 0 but, 0 passe décisive. À un moment donné, il faut se poser des questions. T'es un attaquant, tu dois y aller. Tu dois y aller, tu dois marquer, tu dois faire des passes D, tu dois faire le taf pour être décisif. Sinon, quand Mbappé va venir, dans le schéma tactique en 4-4-2 ou 4-3-3, tu peux te retrouver dehors. Et Rodrigo, c'est un grand talent qui a besoin de jouer, qui a en tout cas plus rien à prouver entre guillemets, mais justement si. Il a besoin de prouver les choses parce que c'est pas encore un grand joueur. Il a pas fait autant de différence qu'un Vinicius, même s'il nous a beaucoup sauvés en Ligue des Champions, etc. Mais Rodrigo, s'il veut passer des caps et pourquoi pas faire des saisons à 20 buts, 20 passes D, va falloir qu'il se bouge le cul. Les surprises ou du moins les joueurs où je suis mitigé. Du moins, c'était des très bonnes surprises sur les premiers matchs et sur la suite, ça a été des joueurs mitigés. Rossellou et Brahim Diaz. Rossellou, j'avais fait une vidéo avant son arrivée pour vous expliquer en quoi il sera utile, parce qu'il mesure plus d'1m90, il peut servir de point de fixation, il a le vice pour être toujours bien placé, pour pousser la balle au fond, attirer les défenseurs, libérer les espaces. C'est pas le joueur le plus technique du monde, mais il est quand même capable de jouer en passe comme il faut et de combiner avec ses coéquipiers. C'est un atout qui peut être intéressant, c'est pas celui qui a le plus de vitesse, mais il sait en tout cas faire les bons appels pour apporter de la verticalité aussi à l'équipe. Mais globalement, c'est un joueur, voilà, c'est un renard, c'est un pur attaquant. C'est pas un joueur de classe mondiale, c'est un joueur quand même formé au Real Madrid qui a vagabondé dans certains petits clubs par-ci par-là, mais son expérience et surtout son niveau peut être très utile. Sauf que autant il a planté son ciseau contre Manchester United de manière absolument incroyable, mais autant dans la plupart du temps, on n'arrive pas à le trouver sur le terrain. Il n'arrive pas, en tout cas, à se mettre en évidence dans ce collectif du Real Madrid, qui c'est vrai dans le 4-4-2 est un peu parasité dans l'animation, justement comme j'en parlais au début de la vidéo, où l'animation arrive quand même à tirer beaucoup de fois, mais n'est pas encore la plus fluide au monde, la plus efficace possible, mais surtout il n'arrive pas encore à se trouver, il n'a pas les automatismes encore pour comprendre quand est-ce qu'il faut décrocher, aller par-ci, aller par-là, du moins tout le monde se marche un petit peu dessus, et c'est difficile de le trouver. On s'en sert pas comme point de fixation, comme point de déviation, comme point d'appui, et que lui, du coup, il sert un peu à rien. Comme on l'a vu contre le Barça ou contre la Juventus, où le pauvre a été totalement absent des débats.
il a raté 2 occasions toutes faites contre la Juventus. Son plat du pied gauche au 6 mètres quasiment, il la met à côté et l'autre après sur un coup franc, enfin sur un centre à dévier, il la rabat pas comme il faut parce qu'il a toute la cage pour la dévier dedans. Pour moi, c'est pas normal aussi. Quand t'as que 4-5 ballons touchés dans la mi-temps et que t'as une grosse occasion que tu la mets pas au fond, tu justifies pas l'investissement du Real de te faire venir. Tout simplement parce que quand t'es au Real Madrid ou n'importe quel grand club, même si t'es un remplaçant et que t'as peu de temps de jeu, la moindre miette, faut la convertir. C'est comme ça. Cailleron à l'époque, il le faisait. Asensio sorti de banc, il marquait. Là aujourd'hui, il nous faut des mecs qui rentrent, qui marquent. Donc quand ils sont titulaires, ils profitent du peu de temps de jeu qu'ils ont parce qu'ils sont remplaçants normalement pour marquer, tu vois. En Rossellou, je suis mitigé, de base c'était quand même une bonne surprise et je suis persuadé qu'avec un jeu plus fluide dans le 4-4-2 ou le 4-3-3, il apportera énormément. Du moins, son expérience sera la clé et sa confiance petit à petit le mènera à marquer beaucoup de buts. Son ciseau retourné, c'était déjà une belle surprise, mais de l'autre, il nous a un peu déçu derrière, c'était la douche froide. Et Brahim Diaz, pour moi, il a fait des très belles rentrées au début avec son côté électrique, ses conservations, ses petits crochets, ses capacités à accélérer le jeu, etc. Faire la vitesse et les dribbles, la différence. Mais par contre, pareil, ça state pas, ça a du mal à être efficace, c'est beaucoup de gris-gris, mais pour au final, quelle finalité? Pas grand chose. Après, je suis persuadé qu'il apportera plus qu'Asensio, en tout cas, dans l'effectif et la rotation. Mais Asensio, c'était quand même plus de 10 buts, les gars. C'était quand même plus de 10 buts. Donc, est-ce que Brahim Diaz pourra apporter plus de 10 buts au Real Madrid? Ça, pour l'instant, j'en suis pas sûr. On verra bien. Milan AC, il a explosé, il a fait le taf. Champion de Serie A, tout ce que tu veux. Maintenant, au Real Madrid, c'est un autre rôle qui l'attend. Et je suis persuadé qu'avec plus de confiance, bien sûr, il pourra pourquoi pas se battre pour être titulaire. Mais il y a quand même une grosse classe d'écart encore entre lui, Rodrigo par exemple, qui sera son concurrent, et d'autres joueurs de l'effectif. Les tops de l'effectif, bien entendu, Bellingham, les gars, la recrue star, l'enfant anglais, l'enfant roi qui arrive, le petit prince à qui Ancelotti lui a concocté son 4-4-2 pour le mettre lui en évidence, dans un rôle où normalement il n'y a plus de numéro 10 quasiment dans le football moderne, mais il le met là pour qu'il puisse s'exprimer sur toute la largeur et longueur du terrain, pour qu'il puisse combiner au plus proche de la surface et aussi aider à défendre en apportant le surnombre. Quelqu'un qui par son physique, sa classe, sa vitesse, sa précision technique arrive à s'en sortir sur une touche de balle, un petit contrôle ou quoi. Pour moi, il a marqué un magnifique but et surtout aussi, même s'il a pas staté plus, il a été très volontaire, il a été un des plus actifs à chaque fois. Il montre qu'il est déjà affûté physiquement, qu'il a envie, il montre déjà de la voix, il montre déjà de la personnalité dans les contacts et les duels avec les adversaires. Quelqu'un qui arrive déjà à s'imposer dans le schéma tactique en absorbant beaucoup de ballons, en le redemandant, le distribuant, en faisant beaucoup de caviar quand même, aussi pas mal d'occasions pour lui. Donc pour moi, tu vois, dès qu'il sera vraiment intégré dans cet effectif-là, que le 4-4-2 sera plus fluide, bah pour moi, Bellingham, les gars, il va être inarrêtable. Et c'est impossible de sortir la titularisation. Et dans un milieu à 3, je le mettrais en 8 ou plutôt en 10-8, voilà, le triangle à 3 comme ça, avec Tchouaméni ici, Camavinga et Bellingham ici, et pour moi c'est indéboulonnable, Bellingham, peu importe le rôle au milieu de terrain, c'est un monstre, Est-ce que j'ai besoin de plus parler que ça? Je pense pas. Dans le milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, vu que j'en parle, tu en fais la transition, Tchouaméni, parfait, mais physiquement, dans les interceptions, dans ce qu'il apporte dans les duels, dans les relances, plus de frappes, plus de passes dans la verticalité. Il a tout compris, Tchouaméni. Il a compris que ça devait être un leader, que ça y est, il a fait la saison d'adaptation. Maintenant, le patron, c'est lui. Quand il joue, il court pour 12, il est toujours bien placé, il arrive en tout cas à mobiliser cette défense. C'est plus solide, il intervertit avec Camavinga justement dans les déplacements, c'est hyper fluide. Et quand il est là, ben, c'est vrai que le jeu, déjà, non seulement va plus vite, mais surtout, ouais, il y a plus de punch, il y a plus de liant, il y a plus d'organisation. Et pour moi, c'est ce que j'attends d'un numéro 6 à ce poste-là. La sentinelle, aujourd'hui parfaite, bah, de ce qu'il a montré sur les 4 matchs, pour moi, c'est Tchouaméni. Et surtout complété par un Camavinga à côté, qui dans son Camavinga a participé aux 4 matchs en étant titulaire comme Bellingham. Donc c'est sûr que Kama et Bellingham sont titulaires dans la tête d'Ancelotti, que Kroos et Modric vont perdre petit à petit du protagonisme, mais de l'autre côté, Tchouaméni, pour moi, il doit jouer. Peu importe que Kroos est encore dans la tête d'Ancelotti, qu'il veut avoir un rôle, etc. Parce qu'il veut quand même leur offrir une belle dernière danse avant leur retraite. Mais globalement, faut quand même pas oublier que la méritocratie est importante. Tchouaméni a plus montré que Kroos pour moi dans les 4 derniers matchs, même si Kroos a fait une magnifique passe D pour Vinicius hier contre la Juventus, qui montre que sa classe est intéressante. Kroos, à la limite, tu me le mets en 8, mais tu me le mets pas en 6, s'il te plaît. Donc Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, pour moi, les 3, ils doivent quasiment pas sortir du 11 de départ. Du moins, c'est quasiment pas possible de les sortir vu la forme du moment. Tu me complètes ça avec Valverde, t'as notre quatuor du futur, et c'est phénoménal. Fran Garcia et Rudiger pour la défense pour terminer les tops. Rudiger aujourd'hui, c'est simple, je dis les termes, il doit être titulaire devant Militao. À la bas, Rudiger, c'est la défense titulaire en ce moment. Militao, Nacho, ils m'ont déçu
ce début de saison, de pré-saison. Rudiger à la bas, c'est solide, ça a de l'expérience, ça tire de loin, ça apporte du danger sur les coups de pied arrêtés, ça apporte des longues balles pour la verticalité, ça apporte un choix tactique diversifié pour le Real dans son jeu et les schémas de passe. C'est dur sur l'homme, ça y va, c'est pas en retard, ça laisse très peu d'espace à l'adversaire, c'est agressif, mais en tout cas ça comble les lacunes des fois de certains milieux de terrain qui redescendent pas tout de suite, ou alors de certains systèmes de jeu on est un peu dépassé. Pour moi, les deux aujourd'hui c'est la charnière centrale. Tant que Militao se reprend pas, Rudiger doit être titulaire. Et Fran Garcia à gauche, en seulement quelques matchs, quelques minutes, il a montré c'est quoi un vrai arrière gauche, qui déborde, qui court vite, qui défend, qui est agressif, qui même s'il est un peu petit, il est toujours présent sur l'homme, il se laisse pas dépasser en vitesse, il est jamais effacé dans les dribbles, toujours des centres dangereux, etc. et des appels incessants, et il comble bien les lacunes de Vinicius par moment, et c'est parfait. Il dédouble, il y va, il a pas peur. Et il a pas froid aux yeux, c'est un mec qui joue au Rayo Vallecano, qui est formé au Real Madrid, mais qui à peine dès son arrivée prend des initiatives. Et c'est impressionnant. Et pour moi, ce jeune-là doit pas sortir du 11 de départ. Sauf pour le reposer de temps en temps, mais Ferland Mendy doit en prendre de la graine. Et pour moi, en termes de technique, physique, offensive et tout ça, y a pas photo. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des top, flops, etc. des joueurs du Real Madrid et globalement de la tactique durant la pré-saison. J'espère que cette petite vidéo bilan, enfin longue vidéo bilan quand même, ça fait quand même 23 minutes à l'heure où je tourne. Cette vidéo vous a plu. Je vous laisserai me dire en commentaire votre propre bilan, vos tops, vos flops. En tout cas, j'attendrai tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!